Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la dernière étape de ce parcours autour de Fénelon auquel vous m'avez fait la gentillesse de prendre part. Et cette fois, donc, la dernière semaine, je suis arrivée à évoquer dans mes digressions Corneille et Racine. Alors cette fois, je voudrais évoquer l'ombre de Pascal à côté de Fénelon. Donc je vous propose comme titre L'Anti-Pascal de Fénelon. C'est un titre infiniment ambitieux dont je ne pourrais pas, bien sûr, dans l'espace de cette conférence, réaliser, disons, remplir toutes les promesses, ni déjouer tous les pièges. Je m'en console en songeant que cette année fénelonienne donnera sans doute des fruits dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Ce que je me propose donc ici, c'est de dresser un état des lieux, au moins partiel, et en même temps de faire résonner des textes, en offrant des suggestions qui seront parfois assez personnelles et qui pourront être approfondies ou nuancées dans la discussion. Quels sont les enjeux d'un tel sujet? Les couples et les parallèles sont un modèle traditionnel dans l'historiographie littéraire française. Pascal et Descartes, Pascal et Voltaire, Fénelon et Bossuet, etc., etc. Peut-il faire ressortir parmi les traits qui caractérisent le grand siècle une dialectique Pascal-Fénelon? Sainte-Beuve semble l'avoir envisagée lorsque dans ses causeries du lundi, il dit qu'il s'est donné, pour varier la lecture de Pascal, la satisfaction de lire tout à côté quelques pages de Fénelon, sans chercher à approfondir la différence de la doctrine, mais avant tout celle des caractères et des génies. D'autre part, il suffit d'inverser l'ordre des noms, Fénelon et Pascal, pour suggérer une visée plus modeste et réaliste, puisque Fénelon a été un lecteur attentif et pensif de Pascal. Et c'est sur sa méthode de lecture et sur l'originalité de son usage de Pascal que je voudrais m'attarder, en donnant une suite à une perspective qui avait été ouverte il y a plus d'un siècle par une courte étude d'Albert Cherel en 1908. Grâce à d'autres études extrêmement pertinentes et fécondes, celle de François-Xavier Cuche sur les provinciales anti-jansénistes de Fénelon, celle de Laurence de Villers sur Fénelon, philosophe de l'infini, et sur le mémorial de Pascal relu à la lumière de la théologie du pur amour, et encore l'étude plus ancienne de Robert Speyman sur le Paris de Fénelon. Quelques grands domaines de la dialectique Fénelon-Pascal sont aujourd'hui bien cernés. Alors je les énonce comme des lieux de la critique. Avant tout, l'antijansénisme de Fénelon et sa lecture du vrai Augustin dans son instruction pastorale sous forme de dialogue sur le système de Jansénius. Une théologie de la grâce et de la liberté, une anthropologie qui s'oppose à celle du jansénisme, donc aussi en partie à celle de Pascal, cherche à s'exprimer dans des modèles et des formes littéraires qui sont un hommage à l'auteur des Provinciales. Fénelon est clair à ce propos. Je le cite. « Si l'on doute du grand pouvoir de l'art du dialogue sur les hommes, on n'a qu'à se ressouvenir des profondes et dangereuses impressions que les lettres provinciales ont faites dans le public. L'auteur s'y est servi du jeu du dialogue pour donner au lecteur les préventions les plus sérieuses. Il donne à une erreur affreuse je ne sais quoi de plaisant et de gracieux. Il écarte toutes les épines et sème son chemin de fleurs. Le venin coule de sa plume avec une douceur flatteuse qui enchante l'esprit. » C'est le portrait de Pascal de Provincial, fait par Fénelon. Fénelon limite en faisant interagir trois personnages, un janséniste, un
rescapé du jansénisme et un anti-janséniste qui se rendent visite, qui discutent, etc. Et il parvient effectivement à déployer dans cet ouvrage trop complexe pour pouvoir concurrencer l'esprit des provinciales une certaine dose d'humour et d'ironie. Deuxième lieu de la critique, le cartésianisme de Fénelon, à propos duquel je donne ici la parole à Laurence de Villers. Fénelon est l'un des cartésiens les plus rigoureux et les plus novateurs. Il révèle un cartésianisme négligé, tout entier orienté vers la connaissance de l'infini. Anti-Pascal du grand siècle, Fénelon demande de dépasser l'opposition trop facilement répétée entre Dieu des philosophes et Dieu des croyants. Car la philosophie, lorsqu'elle a connaissance de l'infini, constitue l'apologétique la plus convaincante. Troisième lieu, en marge de ce cartésianisme fénelonien, on peut s'interroger, comme l'a fait Robert Speyman, sur l'influence que le pari de Pascal a exercée sur une articulation essentielle de la pensée de Fénelon. Ce passage du doute à la certitude qui implique un acte de la volonté, un choix moral autant qu'intellectuel. Nous sommes dans la seconde partie du traité apologétique. Nous sommes au milieu des ténèbres d'un doute universel et absolu, qui pourtant n'a pas plus de raison d'être que son contraire, la croyance. Entre les deux extrémités et en force d'un raisonnement assez pascalien, se dresse l'étrange et original pari cogito de Fénelon, sur lequel va se fonder toute sa métaphysique. Me voilà donc résolu à croire que je pense puisque je doute et que je suis puisque je pense. Quatrième lieu, l'antimysticisme du milieu de Port-Royal et le contraste substantiel entre le Dieu sensible au cœur de Pascal et le Dieu fénelonien qui dépouille par le fond. Contraste entre une représentation du rapport avec Dieu où le plaisir, voire la célèbre délectation victorieuse, a tant d'espace, et la spiritualité du pur amour qui dessèche lentement l'expérience spirituelle de ses contenus sensibles, des larmes comme de la joie, pour avancer dans le non-voir, sur les sentiers sans trace de la foi nue. Une spiritualité, celle de Fénelon, qui, malgré l'effusion d'une christologie profonde dans des thèmes sapientiaux et dans des symboles sacrificiels, ne se concentre pas sur les mystères de l'humanité du Christ, encore moins sur la sueur de l'agonie, ni sur l'intimité du dialogue interpersonnel où le moi haïssable et insaisissable reçoit sa consistance. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Face à ces grandes directions de recherche et à ces territoires bien balisés, qui d'autre part vont être creusés encore dans une semaine au cours de la journée d'études de la Société des Amis de Port-Royal sur Fénelon et Port-Royal, je précise les limites de mon propos. Ma perspective ne sera ni philosophique ni théologique, mais littéraire et même textuelle. Il m'intéresse de faire émerger, à travers des relations intertextuelles, parfois enfouies et secrètes, le clair-obscur des deux imaginaires et, pour le dire avec Sainte-Beuve, des deux génies. C'est un peu comme si le modèle des dialogues des morts féneloniens, ces rencontres d'ombre, si lucides et pourtant évanescentes, pouvaient se renouveler dans notre perception des auteurs. Souvent, un seul dialogue ne suffit pas chez Fénelon pour fixer les relations des ombres. La vérité, souvent relative, se construit aussi par les nuances et les redites, dans un rythme discontinu, un peu comme ces intermittences de la mémoire pascalienne qu'il m'intéresse de retracer sous la surface de l'écriture de Fénelon. Les textes de Fénelon les plus pertinents pour mon enquête seront la démonstration de l'existence de Dieu,
d'autres textes apologétiques, et en particulier la lettre sur les moyens donnés aux hommes pour arriver à la vraie religion, les lettres et opuscules spirituels, mais aussi le télémaque, qui est le miroir où se condensent tant de motifs de l'univers fénelonien. Les grands thèmes de la pensée morale et spirituelle des classiques nous fournissent la trame du dialogue. Je les énonce sans promettre d'en faire effectivement le tour. Une constellation de thèmes et d'images relatifs à l'être jeté dans le monde. L'île, la prison, le coin de l'univers, le silence ou la musique des espaces infinis. La constellation thématique de la défaillance et de l'écoulement, du songe et du mensonge, jusqu'à la question radicale qui porte sur la substance et la consistance du moi. L'errance et la royauté, deux mythes de la condition des hommes. D'autre part, des questions majeures qui intéressent la construction de la cité. La vie mondaine, le vide du cœur, l'ennui, le divertissement, la raison ou les raisons, les infinis ou l'infini, le Dieu caché et l'alphabet des signes, le fond du cœur et la démarche spirituelle. Bon, j'annonce déjà certaines de mes conclusions. L'ombre de Pascal derrière les textes de Fénelon reste insaisissable. D'autres interlocuteurs contemporains, Descartes, Malebranche, Spinoza, occupent une place considérable dans l'index des noms de personnes des éditions féneloniennes. La Rochefoucauld lui-même est parfois mis en cause, de façon anonyme mais explicite. Monsieur Pascal, cité dans la dure attaque de l'instruction pastorale en forme de dialogue, où Fénelon l'accuse ouvertement de calomnie, est par ailleurs pratiquement absent. Il est le convié secret au banquet fénelonien, ou parfois l'intrus, celui qui entre sans avoir été invité. Seuls les provinciales, un livre si mauvais, dit Fénelon, existe en tant que référence pascalienne explicite, comme si Fénelon n'avait jamais pris la peine de lire et de juger les pensées. Ce n'est pas un hasard si le mode habituel de l'émergence du souvenir de Pascal chez Fénelon se situe entre l'infidélité de la réécriture et la complicité de l'allusion. Il nous faudra donc, pour terminer, nous interroger sur les pouvoirs de cette figure de la suavitas rhétorique de l'âge classique qu'est l'allusion, véritable reine de l'écriture fénelonienne, et sur le sens d'une dynamique intertextuelle où la modalité allusive, évitant tout affrontement direct, permet de conserver une profonde ambivalence à l'égard des textes ainsi évoqués et occultés. Il y a tant d'îles dans les mers de Fénelon. Il y en a beaucoup moins chez Pascal, mais chacun se souvient de ce fragment qui, à travers l'image de l'île, offre la parabole la plus saisissante de l'être jeté dans le monde. Je cite le fragment 229 dans l'édition de Philippe Sellier. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi, comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître et sans moyen d'en sortir. Et sur cela, j'admire comment on n'entre point en désespoir dans ces misérables états. Que faire après un tel réveil? Certains parmi ces misérables égarés, ayant regardé autour d'eux et ayant vu quelques objets plaisants, s'y sont donnés et s'y sont attachés. Pour moi, je n'ai pu y prendre d'attache, et considérant combien il y a plus d'apparence qu'il y a autre chose que ce que je vois, j'ai recherché si ce Dieu n'aurait point laissé quelques marques de soi. On se souviendra aussi de la suite du fragment. Les marques, ce sont les religions, les prophéties, et donc les arguments historiques et moraux de l'expérience chrétienne.
L'île du réveil de l'homme, chez Fénelon, n'est pas moins déserte et mystérieuse. Elle n'est jamais dite effroyable. Sa poésie à elle, c'est l'étrange et une force de dépaysement qui rejoint en partie l'idée moderne de perturbant. L'on y aborde, comme chez Lucrèce et comme dans les aventures de Télémaque, par un naufrage. Je cite l'une des nombreuses occurrences de ce thème. Si quelque homme d'esprit conteste cette vérité, une vérité apologétique, je le prierai seulement de souffrir que je suppose qu'il se trouve, par un naufrage, dans une île déserte. Il y aperçoit une maison d'une excellente architecture, magnifiquement meublée. Il y voit des tableaux merveilleux. Il entre dans un cabinet où un grand nombre de très bons livres de tout genre sont rangés avec ordre. Il ne découvre néanmoins aucun homme dans toute cette île. Ailleurs, l'île est dite inconnue. Qui trouverait dans une île déserte et inconnue à tous les hommes une belle statue de marbre? Ce mariage subtil d'un thème pascalien et d'un ancien argument de Cicéron, de Natura Deorum, n'est jamais aussi efficace que lorsqu'il se condense dans la brièveté du fragment ou des notes non développées, qu'il faudrait voir dans leur disposition graphique presque de calligrammes. Je cite, « Supposition d'homme qui se trouverait en île déserte, c'est notre cas. Quelle surprise, quelle recherche, quod scire non studuit, grâce jointe à nature, combien d'hommes, que travail perfectionne, qu'affection pousse si loin, Dieu quand il fortifie, redresse, étend l'esprit. » Par contre, l'argument peut se développer en forme d'apologue. La finitude de l'île peut s'estomper dans l'immensité du désert, la statue devenir obélisque, un voyageur entrant dans le Saïd, qui est le pays de l'ancienne Thèbes, s'emporte, et qui est maintenant désert, y trouverait des colonnes, des pyramides, des obélisques, avec des inscriptions en caractères inconnus. Les îles sont toujours archipels chez Fénelon. D'une île à l'autre et partout des signes qui parlent de l'absence autant que de la présence de l'artisan mystérieux. Mais la statue, l'obélisque, la montre, la maison introduisent dans le paysage étrange un élément nouveau qui devient en effet le centre de l'argumentaire de Fénelon dans la première partie de son traité apologétique et aussi ailleurs, et qui creuse la distance la plus évidente entre nos deux auteurs. L'art de la nature, c'est le titre même très ambivalent de cette première partie du traité, c'est-à-dire l'argument de l'ordre et de la beauté. Il n'y a qu'un texte de Fénelon, la lettre sur les moyens donnés aux hommes pour arriver à la vraie religion, où celui-ci s'abandonne, dirait-on, aux suggestions de l'île de Pascal, sans la parsemer de montres ni de statues, sans imaginer d'y aborder par un naufrage, mais plus mystérieusement dans le sommeil, et sans laisser aux voyageurs le plaisir des paysans de la découverte, puisqu'il n'a que 4 jours pour résoudre l'énigme de sa destinée. Pascal avait dit, dans un fragment violent, 1 heure. On remarquera, malgré l'emprise puissante de Pascal, un glissement, disons, robinsonien avant la lettre, qui euphémise encore une fois irrésistiblement le tragique de l'île. Qu'est-ce qu'un homme ne rechercherait point pour découvrir les causes de son état s'il se trouvait tout à coup à son réveil, transporté dans une île déserte et inconnue? Que ne ferait-il point pour savoir comment il y aurait été transporté pendant un long sommeil, pour chercher dans cette île quelques marques d'habitation, quelques vestiges d'hommes, pour inventer quelques moyens de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de naviguer et de retourner en son pays. Alors, passons légèrement sur ce qui ne pourrait pas tenir dans la mesure de cette conférence. Et revenons vers d'autres indices intertextuels, à moins que je me trompe, comme le pilote Akamas qui croit voir Ithaque lorsqu'il dirige le navire vers les côtes de l'Hespérie.
Pour Fénelon aussi, l'homme est sans lumière. Il ne faut pas beaucoup de lumière pour apercevoir qu'on est dans les ténèbres. Pour lui aussi, l'angoisse et le dépaysement s'expriment à la première personne. Je suis en ce monde sans savoir ni d'où je viens, ni comment je me trouve ici, ni où est-ce que je vais. On reconnaîtra en filigrane le mouvement pascalien de la lettre pour porter à chercher Dieu. Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. Pour lui aussi, s'il n'y a pas de cachot dans l'univers, cachot de l'univers, toute interrogation existentielle prend sa forme dans un coin de l'univers. Je n'ai nulle autre affaire dans ce coin de l'univers où je suis comme tombée des nues que celle d'être étonnée de moi et de mon état, de découvrir mon origine et ma fin. Pour Fénelon aussi, fidèle à une conscience anthropologique qui est propre au XVIIe siècle, de toutes les créatures, l'homme est le plus fragile. On lit dans une lettre de direction, la créature est un roseau cassé. Si on veut s'appuyer dessus, le roseau plie, ne peut vous soutenir et vous perce la main. L'écoulement, non seulement de tout ce qu'on possède, mais de soi-même, fait partie de la perception existentielle la plus intime. Me voilà un être fluide qui s'écoule sans cesse. Un milieu entre l'être et le néant. Un milieu entre rien et tout, avait dit Pascal, que Fénelon rejoint à travers la référence commune à Saint-Augustin. Quel cauchemar enfantin auquel empreinte ineffaçable de la lecture de Pascal a généré dans les textes de Fénelon la représentation obsédante de l'action de perdre pied contre la puissance d'une eau qui entraîne vers l'abîme. Rappelons le vertige pascalien. Quelques termes où nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle et nous quitte. Et si nous le suivons, il échappe à nos prises, nous glisse et fuit d'une fuite éternelle. Ou encore, les fleuves de Babylone coulent et tombent et entraînent. Chez Fénelon s'exprime ainsi l'effort inutile d'atteindre la vérité. Tout m'échappe, je ne puis me défendre de l'erreur qui m'entraîne, ni renoncer à la vérité qui me fuit. C'est aussi la lutte désespérée de Télémaque contre les tentations de l'île de Chypre. Comme un homme qui nage dans une rivière profonde et rapide, s'il ne peut se reposer sur le rivage, il se lasse enfin peu à peu, sa force l'abandonne, ses membres épuisés s'engourdissent et le cours du fleuve l'entraîne. C'est enfin, ô euphémisation, ô renversement inattendu, la lutte de l'amour-propre pour ne pas lâcher prise face à l'abîme du vrai amour, dans lequel l'homme trouve son repos. Je cite, « C'est comme un homme qui tombe dans un abîme. Il n'achève de s'y laisser aller qu'après que tous les appuis du bord lui échappent des mains. L'amour-propre que Dieu précipite se prend, dans son désespoir, à toutes les ombres de grâce, comme un homme qui se noie se prend à toutes les ronces qu'il trouve en tombant dans l'eau. » Le thème de la vie est un songe et de l'autre sommeil est l'un des terrains les plus fascinants et les plus insidieux de ce dialogue d'ombre que je tente ici d'établir. Fénelon est le maître indiscuté d'une défiance envers les apparences, d'un estompement du clivage entre le réel et le rêve, qui invite à remettre en question la consistance du monde sensible. Parmi les innombrables variations féneloniennes autour de l'hypothèse de laboratoire qui a tant occupé Descartes et Pascal, si notre vie éveillée n'était qu'un songe un peu moins inconstant, la lettre sur les moyens donnés aux hommes pour arriver à la vraie religion non seulement reprend de près, me semble-t-il, le thème pascalien de l'autre sommeil, mais elle lui apporte la plus claire et, il faut dire, la plus courte des réponses. Rien n'est plus facile, je cite, que d'embarrasser un homme de bon sens sur la vérité de son propre corps. Quoiqu'il lui soit impossible d'en douter sérieusement, dites-lui que le temps qu'il appelle celui de la veille n'est peut-être qu'un temps de sommeil plus profond que celui du sommeil de la nuit.
Soutenez-lui, qu'il se réveillera peut-être à la mort du sommeil de toute la vie qui n'est qu'un songe, comme il se réveille chaque matin en sortant du songe de la nuit. Il sentira, sans pouvoir le démêler, que votre raisonnement subtil ne fait qu'embrouiller une vérité claire, au lieu d'éclaircir une chose obscure. Peut-être Fénelon se répond-il à lui-même à une hantise et à une fascination personnelle lorsqu'il dénonce ainsi ce qu'il nomme, de façon remarquablement pascalienne, un roman de la philosophie. Car le vertige, la tentée et le sentiment de la perte des repères, il s'est interrogé comme Pascal sur le point fixe et sur la perspective sûre. Je cite, c'est le Télémaque. Pour juger, il faut tout de même avoir des principes constants, auxquels tous nos jugements se réduisent. Autrement, je souligne ce deuxième volet de l'argument qui me semble saisissant, autrement on va comme un navire en pleine mer qui n'a point de pilote, qui ne consulte point les astres et à qui toutes les côtes voisines sont inconnues. Il est curieux de noter que la fluctuation du point de vue, le rapprochement du regard myope chez Pascal, l'éloignement du point de vue d'en haut chez Fénelon, a pour effet de produire dans les textes des auteurs la présence d'un animal minuscule, la fourmi. Et là, je triche un peu parce que je cite un fragment de Pascal qui ne se trouve pas dans les pensées de Port-Royal, donc Fénelon ne l'a pas connu. Une ville, une campagne, de loin c'est une ville et une campagne, mais à mesure qu'on s'approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles et des feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis à l'infini. Pour Fénelon, c'est plutôt là de l'éloignement qui caractérise sa vision. Je cite encore Télémaque, les peuples innombrables et les plus puissantes armées ne sont que comme des fourmis qui se disputent les uns aux autres un brin d'herbe sur ce morceau de boue. Mais dans la démonstration de l'existence de Dieu, c'est un singulier télescopage qui se produit. Le simple coup d'œil suffit partout pour trouver dans un fourmi, encore plus que dans le soleil, une sagesse et une puissance qui se plaît à éclater en façonnant ses plus vils ouvrages. Et si de la fourmi on passe au ciron, la réponse de Fénelon à Pascal n'en sera que plus impressionnante. Dans son souci de reconstruire tout un cosmos, là où Pascal ne voyait que la dilatation de l'univers infini. Je cite Fénelon ici. Trouver dans un ciron, comme dans un éléphant ou dans une baleine, c'était un ancien argument, des membres parfaitement organisés, y trouver une tête, un corps, des jambes, des pieds, formés comme ceux de plus grands animaux. Il y a dans chaque partie de ces atomes vivants des muscles, des nerfs, des veines, des artères, du sang, dans ce sang des esprits, des parties rameuses et des humeurs, dans ces humeurs des gouttes composées elles-mêmes de diverses parties, sans qu'on puisse jamais s'arrêter dans cette composition infinie d'un tout si fini. Curieusement, l'animalité lilliputienne suscite chez les deux auteurs une figure d'accumulation qui fonctionne non sans des symétries renversées avec une remarquable analogie. Certes, on peut être déçu de constater que la vigueur de l'imagination pascalienne, lasse et pourtant inlassable de concevoir des mondes infinis, est ramenée par Fénelon à la fonction utile et sage de l'instrument d'optique. Je le cite, « suppléons par l'imagination à ce qui nous manque du côté des yeux, et que notre imagination elle-même soit une espèce de microscope qui nous représente en chaque atome 1000 mondes nouveaux et invisibles. Elle se lassera, il faut qu'elle s'arrête, qu'elle succombe, et qu'elle laisse enfin dans le plus petit organe d'un ciron 1000 merveilles inconnues. » Force est de constater que la cosmologie pascalienne est reçue par Fénelon avec des modélisations qui en fait annulent sa puissance. Encore une fois, c'est question de point de vue. Fénelon adopte face au spectacle de la nature, répond-il ainsi à l'effroi de Pascal, le regard d'un homme tranquille et attentif.
capable de dire paisiblement, en reprenant un verbe de la tradition méditative, là où Pascal invite plutôt à contempler, considérons maintenant les merveilles qui éclatent également dans les plus grands corps et dans les plus petits. D'un côté, je vois le soleil tant de milliers de fois plus grand que la Terre, je le vois qui circule, je vois d'autres astres. Au-delà de tous ces espaces qui échappent déjà à toute mesure, j'aperçois encore confusément d'autres astres qu'on ne peut plus compter ni distinguer. La Terre où je suis n'est qu'un point à proportion de ce tout où l'on ne trouve jamais aucune borne. Je ne trouve pas moins en petit une espèce d'infini qui m'étonne et qui me surmonte. Ce sont les passages le plus souvent cités dans les parallèles, disons, Pascal-Fénelon. La voix, les mots, le style réintroduisent et réaffirment ce qu'ils nient, la mesure, la distinction et la proportion. Un autre passage du traité apologétique, également calqué sur le fragment des deux infinis, par la sourdine introduite avec l'adverbe presque, par le choix du registre de la curiosité et de l'admiration, est un bel exemple de cet art fénelonien dont tout le télémaque est le témoignage, une écriture seconde, déréalisante, harmonisante, qui ne tire son sens que du texte enfoui, évoqué par complicité culturelle avec le lecteur, éloigné par une variation discrète et décisive. Je cite, « L'homme accoutumé à faire des réflexions étend ses regards plus loin et considère avec curiosité les abîmes presque infinis dont il est environné de toutes parts. Un vaste royaume ne lui paraît alors qu'un petit coin de la terre, etc. » Les espaces infinis de la contemplation pascalienne ne seront jamais qu'un presque infini, une espèce d'infini pour Fénelon. Son infini à lui, nous le savons, est plénitude et simplicité. Là où Pascal multiplie, Fénelon reconduit à l'unité. Serait-ce en quelque mesure une réponse à la physique de Pascal que l'insistance de la métaphysique de Fénelon sur l'unité de l'infini? Je cite, « Je ne saurais concevoir qu'un seul infini. Tout infini qui ne serait pas simple ne serait pas infini. Il ne saurait pas même y avoir deux infinis. » Est-ce que Fénelon se souvient de la distance infiniment plus infinie du fragment des trois ordres lorsqu'il réagit contre les emboîtements de l'infini? Je cite, « Dire une infinité d'infini, c'est un pléonasme, une vaine et puérile répétition du même terme, sans pouvoir rien ajouter à la force de sa simplicité. » Est-ce que le fragment des trois ordres, combiné avec le fragment du pari, infini rien, inspire Fénelon lorsque celui-ci postule dans une dialectique toute binaire qui glisse vers une perspective mystique, une différence d'ordre entre le fini et l'infini? Je cite, « Le fini joint à l'infini ne fait rien. Il ne peut y avoir entre eux aucune mesure. C'est un être d'un autre ordre. Donc tout être, si parfait qu'on le conçoive, s'il n'est point l'unique infini, n'est devant lui que comme un néant, et loin de mériter un nom et un honneur commun avec lui, ne peut servir qu'à être devant lui comme s'il n'était pas. » Pascal avait écrit avec une exactitude de mathématicien, « L'unité jointe à l'infini ne l'augmente de rien, non plus qu'un pied à une mesure infinie. Le fini s'anéantit en présence de l'infini et devient un pur néant. » Alors que Fénelon semble avoir comme modèle le rapport créateur-créature et la sphère des relations personnelles. Sur le terrain de l'anthropologie, la réserve de Fénelon s'exprime également par des reprises et des déplacements. L'interrogation autour du moi n'est pas moins pressante chez Fénelon que chez Pascal. Elle trahit le vertige personnel de Fénelon qui a affaire au dénombrement et aux multiplicités de l'être psychologique. « Oh, qui me tirera des nombres, des compositions et des successions qui sentent si fort le néant ?»
C'est pourtant cette multitude de néants qui est ce que j'appelle le moi. Fénelon tend, comme Pascal, à la formule dense et définitive. Qu'est-ce que le moi chez Pascal et chez Fénelon, qu'est-il ce moi? Mais ce moi dont nous parlons tant, en quoi consiste-t-il? Est-ce mon corps? Non, sans doute, etc. Pour aboutir à des réponses, elles aussi multiples. Selon la perspective du moraliste, le moi, c'est l'amour-propre. Du philosophe cartésien, le moi est ce qui dit moi, ce qui cherche en quoi ce moi consiste. De l'auteur spirituel, connaître et aimer Dieu, voilà le moi mis en sa place, voilà tout l'homme. Pour Fénelon aussi, l'homme passe infiniment l'homme, ou pour le dire avec la nuance d'admiration propre au traité apologétique, oh que l'esprit de l'homme est grand, il porte en lui de quoi s'étonner et se surpasser infiniment lui-même. Grandeur et misère, cette bipolarité que l'édition des Pensées de Port-Royal mettait bien en évidence, ne se retrouve jamais telle qu'elle chez Fénelon. Elle est reformulée, tantôt comme grandeur et faiblesse, attribuées l'une et l'autre dans le traité apologétique au fond de notre esprit, tantôt comme bassesse et grandeur. Là, c'est un couple pascalien, de toute façon. Et dans une réécriture plus originale et poignante, au cœur de cette anatomie apologétique où le regard de Fénelon fouille la profondeur du corps comme le miroir obscur des profondeurs de l'âme, dans le couple d'adjectifs hideux et admirables. Ce dedans de l'homme qui est tout ensemble si hideux et si admirable est précisément comme il le doit être pour montrer une boue travaillée de mains divines. On y voit tout ensemble également et la fragilité de la créature et l'art du créateur. À partir de ce dernier exemple, on peut supposer que la réminiscence pascalienne produit chez Fénelon des résultats plus fascinants au fur et à mesure qu'on en perd la trace et qu'elle s'enfuit dans la mémoire du texte. J'ai rappelé il y a 2 semaines l'étrange épisode qui scelle les aventures de Télémaque. Sur un rocher désert, dans une île inhospitalière, Télémaque rencontre, sans le reconnaître, le père tant cherché qui se cache sous une fiction, un faux nom, Cléomène, et un mythe, celui d'un homme né pour la royauté, qui erre loin de sa patrie à la recherche d'une terre où instaurer son royaume, pour remplir l'oracle qui lui a prédit sa destinée, chassé de terre en terre par l'envie et la jalousie des autres hommes. Un nouveau mythe, construit avec des fragments de mythes anciens ou de thèmes évangéliques, se cache sous ce récit émouvant, fiction dans la fiction. C'est un mythe de la condition humaine et à la fois de son rachat, puisque l'homme errant et malheureux est aussi un dieu au pas léger comme Apollon, un homme-dieu chassé comme le Christ hors des portes de la cité. Dans cette page si dense, errent peut-être des souvenirs pascaliens. L'homme est un roi dépossédé. Il est déchu de son vrai lieu et le cherche partout parmi des ténèbres impénétrables. Les matelots dans l'île déserte du Télémaque dorment grevés d'un assoupissement universel. Tout comme les yeux des hommes libertins et indifférents sont grevés chez Pascal d'un assoupissement surnaturel. La vérité n'a pas droit de cité dans ce monde, elle est inconnue parmi nous. C'est à cette distance, à ce niveau d'universalité et d'évanescence que Fénelon et Pascal dialoguent sans souci de controverse et que leurs anthropologies s'accordent dans un point de fuite qui est aussi le lieu de la poésie. Parmi les denses thèmes théologiques et spirituels qui relient les 2 œuvres, je me borne à effleurer le thème pascalien par excellence, qui s'avère être aussi au centre de la spiritualité et de l'imaginaire de Fénelon, le Dieu caché, voir l'étrange secret dans lequel celui-ci s'est retiré à la vue des hommes jusqu'à la disparition et au rayonnement silencieux dans le sacrement de l'Eucharistie.
Le parcours du traité apologétique de Fénelon peut paraître à cet égard surprenant. Inutile de souligner à quel point l'apologétique de Fénelon, dans son tableau de la nature, ainsi que dans ses arguments métaphysiques, contredit formellement l'approche de Pascal. Les premières pages du traité, les plus nettement antipascaliennes qui soient, ne font que célébrer la visibilité de Dieu, qui se révèle d'un seul regard, au moindre coup d'œil, dans le miroir ou la peinture de ses ouvrages, de Dieu qu'on ne peut pas voir face à face, mais dont la main éclate partout. Cette main non humaine mais toute puissante qui revient aussi comme une synédoque privilégiée dans les représentations spirituelles de Pascal, pour s'appesantir sur l'homme, pour le protéger de son ombre, pour lui donner des maîtres de sa main, etc. La nuit douce et utile, la charmante diversité du jour, le bestiaire joyeux, la boue docile et féconde, les étoiles innombrables qui suivent un berger divin, ce monde issu de la main de Dieu semble obéir, dans le tableau fénelonien, à la même esthétique de la plénitude à laquelle se prête le style du Télémaque ou des fables pédagogiques, à une même vision providentielle qui exclut la fixure du hasard et la discontinuité du vide, tandis que l'effroi et l'inquiétude appartiennent plutôt à la seconde partie du traité et à la solitude de la pensée dans son pari cogito métaphysique. Ce n'est peut-être pas indifférent si la transition entre les deux parties du traité a lieu en forme de prière, avec un intense mouvement augustinien, au centre duquel se situe l'invocation au Dieu caché. Je cite, « Mais parce que vous êtes trop au-dedans d'eux-mêmes, où ils ne rentrent jamais, vous leur êtes un Dieu caché, car ce fond intime d'eux-mêmes est le lieu le plus éloigné de leur vue, dans l'égarement où ils sont. L'ordre et la beauté que vous répandez sur la face de vos créatures sont comme un voile qui vous dérobe à leurs yeux malades. » Par un intéressant paradoxe, la philosophie sensible et populaire de Fénelon avance donc comme un rebours, de l'affirmation de la visibilité de Dieu à celle de son retrait et de son secret, de la métaphore du miroir à celle du voile, de l'admiration du soleil qui éclaire la nature à la proclamation de la nuit affreuse où s'égare, par comble de misère, sauf cette fois le mot pascalien est lancé, le cœur de l'homme. Plus nettement que chez Pascal, le Dieu caché de Fénelon est enseveli dans le cœur de l'homme. Plus que l'équivocité de signes naturels et historiques, les ténèbres intérieures épaississent le voile. D'autre part, avec Pascal, avec Port-Royal, avec de larges courants de la mystique classique, avec Bossuet, la spiritualité de Fénelon aspire à une vie cachée avec Jésus caché, tandis que, originalement, le voile des ténèbres de la faiblesse s'euphémise en voile sacramental. Au Dieu caché, je cite, « Je veux vivre caché avec vous pour vivre de votre vie divine. Sous toutes mes misères, mes faiblesses, mes indignités, je cacherai Jésus, je deviendrai le sacrement de son amour. On ne verra que le voile grossier du sacrement, la créature imparfaite et fragile, mais au-dedans vivra le vrai Dieu de gloire. » Les œuvres fictionnelles de Fénelon auraient bien des choses à nous apprendre sur le mystère du Dieu caché. Mais pour rester dans les limites des textes apologétiques, il est encore possible de faire ressortir des suggestions pascaliennes dans la manière dont Fénelon scrute les signes de Dieu dans le clair-obscur de l'histoire humaine. Le regard sur l'épreuve morale et historique s'exerce chez les deux auteurs sur le mystère du peuple juif. J'aperçois dans un coin du monde un peuple tout singulier. Cet exorde très pascalien se trouve dans le chapitre 5e des Lettres sur divers sujets, intitulé « De la religion du peuple juif et du Messie ». Les prophéties, les miracles, l'unicité de la religion judéo-chrétienne en tant que religion qui commande l'amour de Dieu,
Il n'y a sur la terre qu'un seul livre original qui fasse consister la religion à aimer Dieu plus que soi et à se renoncer pour lui. Ce sont autant d'arguments apologétiques que Fénelon exploite un peu tardivement dans ses lettres sur divers sujets qui marquent un moment de mémoire vive, de dialectique serrée à l'égard de l'auteur des pensées. Mais même là où l'incompatibilité philosophique, théologique, politique éclate au grand jour, même là où Fénelon défend sa doctrine des deux raisons en célébrant la grande raison, le maître intérieur, la lumière de la sagesse, qui se communique à tous les esprits, c'est elle qui fait qu'un sauvage du Canada pense beaucoup de choses comme les philosophes grecs et romains les ont pensées, qu'il y a loin du paradoxe pascalien, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Même dans ce domaine crucial qui assure chez Fénelon le lien entre philosophie et spiritualité, entre mystique et politique, la voix d'ombre de Pascal se fait entendre. C'est peut-être le souvenir de l'emblème pascalien de la raison fragile, c'est-à-dire l'image du philosophe sur une planche, que Fénelon amplifie dans l'apologue de philosophe dans sa maison, incapable de vivre dans la pratique le principe, d'ailleurs erroné, qu'il soutient dans la théorie, est destiné à tomber dans la bizarrerie de l'inconséquence. Il est donc visible que cette philosophie n'en est pas une et qu'elle se dément elle-même sans aucune pudeur. La raison doit continuellement se dépasser elle-même. Je cite Fénelon, « Ce qui me facilite cette docilité à l'autorité est la nécessité où je me trouve continuellement de croire avec une entière certitude des vérités qui me sont actuellement inconcevables. Ou, tant il est vrai, pour le dire avec Pascal, que tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être, l'ombre infinie, un espace infini égal au fini. » Je terminerai cette promenade trop rapide au travers de grands thèmes anthropologiques et spirituels par le rappel d'un dernier domaine où le clair-obscur entre Pascal et Fénelon me semble particulièrement suggestif, la réflexion autour du binôme divertissement-ennui. À vrai dire, Fénelon n'assume presque jamais par une réflexion intentionnelle ces sujets si centraux dans la perspective de Pascal moraliste. Les divertissements, ceux qui donnent le titre à un petit opuscule de direction, ont affaire à la condition des grands, plus qu'à la condition humaine. Fénelon dit des choses exactement opposées à celles de Pascal à ce sujet. Loin d'être un antidote à l'ennui, ils sont rongés à l'intérieur par ce vide et cet ennui que Fénelon encourage à accepter comme le rachat secret, la croix inavouable, attachée à ce qui semble être, aux yeux du monde, l'état le plus souhaitable. C'est cet état, plus qu'au fond de l'âme, auquel Pascal attribue tant de fantasmes. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir, passage absent des pensées de Port-Royal. C'est à cet état que Fénelon associe ses propres fantasmes, disposés également dans une série nominale, l'amertume, la sécheresse, l'ennui, la captivité, le découragement, la douleur, l'impatience. Dans des lettres encore plus personnelles, confidentielles, les amusements innocents, enfantins, remplacent les divertissements mondains, comme un art de vivre qui tient compte d'une maxime exquisément fénelonienne. Les jours sont longs bien que la vie soit brève. Le paradoxe de la condition humaine ne mérite pas d'être regardé fixement. Mieux vaut-il l'esquiver, fût-ce, comme c'est le cas pour Télémaque, dans le seul épisode du roman où la question de l'ennui est thématisée, par de bonnes lectures et par la musique. Car le vide et les mœurs féroces de l'inculture, plutôt que n'importe quel malaise existentiel, sont la cause circonstancielle de l'ennui, à l'autre extrémité de cette échelle humaine où la jouissance et l'ennui des mondains présentent parfois le même visage.
il est difficile de ne pas voir une réponse à certains fragments de Pascal dans ce passage du Télémaque où l'ennui le plus violent se révèle si facile à dissiper. J'étais accablé d'ennui, c'est Télémaque, faute de quelque instruction qui pût nourrir mon esprit et le soutenir. Heureux ceux qui se divertissent en s'instruisant et qui se plaisent à cultiver leur esprit par les sciences. En quelque endroit que la fortune ennemie les jette, ils portent toujours avec eux de quoi s'entretenir, et l'ennui qui dévore les autres hommes au milieu même des délices est inconnu à ceux qui savent s'occuper par quelque lecture. Pour conclure, peut-on parler d'un anti-Pascal de Fénelon lorsque Fénelon nomme si peu l'auteur de pensée? Lorsque les grands développements des deux visions du monde s'éloignent l'une de l'autre dans une si tranquille dissemblance. Et d'autre part, lorsque, au plus vif de sa polémique anti-janséniste, lorsqu'il tente de réécrire l'Augustinus, Fénelon se glisse dans le moule de l'écriture pascalienne de Provincial. Plus profondément encore, peut-on parler d'anti-Pascal lorsque la fascination pascalienne imprègne l'œuvre de Fénelon, au point que l'auteur de pensée se révèle être l'hypotexte ou un intertexte privilégié de tant de passages et parfois de plus belles pages féneloniennes. Mais nous avons vu quel est le sort des textes pascaliens sur lesquels se surimprime l'écriture de Fénelon. L'imaginaire de Pascal est un imaginaire armé. Son art de persuader, percutant, fulgurant, mise sur le choc des contraires. L'écriture blanche de Fénelon agit par une imprégnation lente. Elle privilégie la litote, la sourdine, l'euphémisation, la modalisation, une espèce d'infini, un retour à la mesure, à la proportion. Elle pratique le déplacement des arguments de Pascal dans d'autres contextes argumentatifs qui plient l'image ou l'argument pascalien à des significations parfois contraires à l'intention originelle. Un effacement, si l'on peut dire, du droit d'auteur qui tend à reconduire l'originalité pascalienne à l'intérieur de topoi tirés d'un fond commun de sagesse. Et il réussit si bien que l'on se demande parfois si l'on a vraiment reconnu sous la symphonie intertextuelle, en particulier sous la fréquence et la densité des références au monde antique, la voix moderne et unique de Pascal. Face à cette dialectique d'une présence et d'une absence, d'un aveu et d'un refoulement qui font rêver le lecteur, je propose ici des conclusions très partielles, peut-être un peu partiales. Je voudrais souligner l'extraordinaire maîtrise dont Fénelon fait preuve dans la pratique du jeu intertextuel, et notamment dans cette pratique de l'allusion qui évoque des contextes, les fait surgir et disparaître. Georges Molinier, dans son dictionnaire de rhétorique, nous rappelle que l'allusion est une figure macrostructurale. Elle ne concerne pas les mots mais le discours. Elle se déploie dans la virtualité de contextes culturels communs à celui qui fait allusion et à celui qui est en état de la relever. Je rappelle une définition de l'allusion de Fontanier. L'allusion consiste à faire sentir le rapport d'une chose qu'on dit avec une autre qu'on ne dit pas, et dont ce rapport même réveille l'idée. Une autre du même Georges Molinier, elle consiste en ce que, dans un segment de discours, s'étendant en général sur plusieurs phrases, un terme a un sens à l'égard d'un autre terme de la phrase et un sens différent par rapport à la situation d'énonciation ou à l'univers de la culture. L'allusion opère donc essentiellement par une fuite au-delà du texte. Elle a le pouvoir d'évoquer plusieurs contextes à la fois, ou plusieurs éléments de l'univers de la culture. Par cette ouverture, elle est de façon éminente le lieu où la réconciliation des contraires devient possible et où un fonctionnement allogique de la pensée interfère avec la clarté de l'argumentation rationnelle. Lorsque le rapport allusif est issu entre des textes,
il me semble que la conséquence est de dilater l'entre-deux vers un au-delà des textes eux-mêmes, qui est à la fois leur lieu d'affrontement et de réconciliation. Étrange anti-Pascal que celui de Fénelon. La prépondérance de la modalité allusive rend la plupart des fois implicite la polémique ou le redressement. Elle suscite, elle fait vivre aux yeux du lecteur l'altérité qu'elle veut réduire ou contredire. Elle s'enchante de ce qu'elle combat. Elle désarme l'adversaire en lui offrant, comme l'a fait Mentor aux ennemis de Salente, un rameau d'olivier, c'est-à-dire l'hypothèse d'un accord, le pari sur une harmonisation. On peut rêver à ce que répondrait Pascal s'il rencontrait Fénelon aux Champs-Élysées, dans un dialogue des morts qui serait âcre et civil, ou, pour le dire à leur manière, honnête. Sur un point, il demeurerait d'accord. Je veux un homme, c'est Fénelon qui parle, presque avec des mots de Pascal, qui me fasse oublier qu'il est auteur et qui se mette comme de plein pied en conversation avec moi. Mais rappelons que dans les dialogues des ombres chez Fénelon, il est souvent difficile de savoir qui a raison et qui a tort. Et que le dernier mot est au-delà du livre, comme cet Ithaque et ses retrouvailles avec Ulysse que le Télémaque ne nous raconte pas. Bon, je vous remercie.